Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre confrère Emmanuel Thébault. Bonjour Emmanuel, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Marine. Je suis contente qu'on ait réussi à se croiser à Paris sur un de tes déplacements parce que tu vis à Nantes et on a organisé ça de dernière minute. Alors, t'es sortie de l'école de Nantes en 97 et le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as une vie professionnelle diversifiée. Tu entres dans la vie active avec des remplats en canine qui ne se passent pas forcément au mieux. Puis très vite, tu profites du service militaire pour faire 1 an et demi de coopération au Tchad en recherche épidémiologique. Ensuite, tu rentres en France, à Lille, changement de climat du coup, pour travailler en DDPP en tant que vétérinaire inspecteur. Puis en 2002, tu es recruté par les vétos ruraux des Hauts-de-France pour reprendre l'animation de Vétel, un réseau vétérinaire en élevage que tu dirigeras pendant 13 ans. Alors un truc amusant que j'ai trouvé sur ton LinkedIn, c'est que tu as été éditeur délégué de Bovin Santé, que je connais très bien parce que c'était une des revues du groupe ATC, qui s'appelle aujourd'hui Théma, anciennement ATC, aujourd'hui Théma, dont fait partie Thémavet. Donc c'est un magazine qui a été créé par Vétel et ATC en 2014 et c'est l'année où je suis arrivée dans le groupe pour créer VetoJob. Donc en fait, on a dû se croiser. En ce moment, tu es directeur commercial et marketing chez Coveto depuis 8 ans, mais tu as plein d'activités annexes. Tu es illustrateur pour la semaine vétérinaire, donc tu as un talent de dessinateur. Tu organises des expos sur les représentations populaires du vétérinaire. Ça, c'est vraiment un de tes sujets de prédilection. Tu t'intéresses beaucoup à la manière dont la société appréhende le métier de vétérinaire. Alors, on enregistre la semaine juste avant la VAC, donc le podcast, par contre, sera diffusé après la VAC, mais à la VAC, tu as une exposition de 50 icônes vétérinaires, on en parlera. Et tu es aussi membre de l'Académie vétérinaire depuis 1 an. Tu es aussi marié, père de 2 grandes filles et tu es un passionné de bande dessinée et collectionneur, si j'ai bien compris. Et c'est en lien avec les expos dont j'ai parlé avant, on y reviendra. Voilà, ça fait beaucoup de choses, donc je doute pas que notre échange va être riche. Je vais commencer par la première question traditionnelle de ce podcast. Comment ça se fait que tu es devenu vétérinaire ? Alors, j'ai longtemps raconté et cru que j'étais devenu véto un peu par hasard. Parce que j'avais ce souvenir très vif du jour où j'ai choisi la prépa véto. J'étais dans un lycée de Nantes un peu élitiste, un peu cossu, où on nous encourageait beaucoup à aller en prépa. J'étais dans une terminale scientifique. J'avais des résultats, on va dire, moyens bons, mais et donc je connaissais pas bien les prépas. J'avais certainement pas le niveau pour faire le gold standard qui était la maths sup à l'époque, et je me vois dans la bibliothèque de lycée consulter un dossier où il y avait des programmes des différentes prépas, et moi j'aimais beaucoup la biologie par contre, où j'étais plutôt à l'aise, et je vois prépa véto, 6 heures de biologie animale, 6 heures de biologie végétale, un petit peu de physique et de maths histoire de pimenter le truc, mais je me suis dit c'est génial, c'est bien cette prépa, je veux déposer un dossier là, et puis sans vraiment y croire. Et puis sans avoir une appréhension du métier de véto, plus que ça, comme tout le monde finalement. C'est peut-être de ça qui est venu mon intérêt après sur comment monsieur tout le monde voit le véto. Et puis ça l'a fait, j'ai été pris en prépa, à l'époque c'était sur dossier. Moi je pense que mes profs de lycée m'ont encouragé mon dossier, on va dire, c'était Clémenceau, c'était Nantes aussi, tout ce petit monde se connaissait bien. Et je me suis retrouvé finalement en prépa véto en pensant, en racontant cette histoire délibérément, en disant, vous voyez, moi j'étais pas avec des gens qui voulaient devenir véto depuis qu'ils avaient 5 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire, 90% des invités de ce podcast disent qu'ils ont envie d'être véto depuis l'enfance. Et donc j'ai longtemps raconté cette histoire en disant, moi je suis devenu véto un peu par hasard. Et puis plus je m'intéresse à ce qu'est la vocation vétérinaire, on en reparlera sans doute, plus je me dis que en fait je suis pas du tout devenu véto par hasard, parce que j'ai toujours eu, appelons ça, un tropisme très fort pour les animaux. J'ai toujours petit été passionné de zoologie, d'animaux, et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais intéressé par la biologie. Et
j'ai toujours eu une espèce de lien assez naturel avec les animaux. Même j'en avais beaucoup petit. Mes parents avaient une vraie ménagerie à la maison. Et tout ça n'est pas du tout. Et cet intérêt majeur, cette espèce d'attirance pour les animaux que j'ai toujours, même si j'ai pas d'animaux chez moi, mais voilà, je connais les animaux dès que j'en vois un, dès que j'en croise un. Il y a quelque chose qui se passe. Ça me rapproche finalement de la vocation de la plupart des vétérinaires, et c'était peut-être un hasard un peu inconscient ou quelque chose qui n'était pas formulé quand j'avais 17 marrant, ans, ouais. mais voilà, je suis pas si atypique que ça finalement. Ouais, c'est marrant, tu le réinterprètes rétrospectivement en fait. Absolument. Et comment ça se passe? Alors je suppose que tu choisis l'école de Nantes parce que tu es nantais, mais peut-être pas. Ah, c'est exactement ça. Moi, je suis nantais, vraiment nantais, hein, et j'entre dans cette prépa à Clémenceau par cette mécanique un peu à l'époque pas très préparée, on va dire, pas très préméditée en tout cas. Oui. Et puis l'avantage c'est qu'on était à Nantes et qu'au bout de peut-être 1 mois et demi, on va visiter l'école de Nantes. Et pour ceux qui connaissent l'école de Nantes et qui ont mis les pieds, c'est quand même un site très agréable. Assez sympa, ouais. C'est boisé, les animaux partout. Donc j'arrive là, ça fait 1 mois et demi que je suis en prépa, ça se passe pas mal, mais par rapport aux autres, j'ai pas cette espèce de connaissance déjà acquise de où je veux aller, ce que je veux faire. Et je tombe sur ce lieu où je passe une journée extraordinaire de visite et je me dis, en tout cas, je sais pas ce que je vais faire plus tard, mais je vais faire mes études là, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, voilà, aussi pour le lieu, pour l'ambiance générale de ce lieu. Bon, qu'après, évidemment, j'ai appréhendé différemment en y étant, comme tout le monde, mais c'est vrai que ça a fini d'enfoncer un coin de motivation qui m'a, après, j'étais là à ma place, c'était plus tout à fait un hasard, et ça a continué comme ça. Et évidemment, quand j'ai passé le concours, j'ai demandé Nantes en premier. C'était aussi le plus simple pour moi, pour plein de raisons, et ça l'a fait. Qu'est-ce que tu gardes de tes années d'études? C'était quand même des années sympas. C'est là qu'on rencontre la plupart de ses amis durables, on va dire. C'est une charnière d'âge où on est tous quand même dans l'installation dans ce que va être notre vie, notre personnalité d'adulte définitive. Donc j'ai vécu ça comme beaucoup. Qu'est-ce que j'en garde? C'est difficile à dire. J'en garde certainement sur le plan opérationnel, pratique, très pragmatique, une méthode de travail, une habitude de travailler, une espèce d'engagement dans le travail assez fort, une capacité à encaisser des grosses charges de travail. Enfin, je pense que tout ça, c'est un peu pervers d'ailleurs, mais ça a été beaucoup commenté et ça l'est encore. Mais je pense que tout ça est vrai et que je regarde ça très certainement ancré. Après, comme tout le monde, je veux dire, la pratique du diagnostic, des choses comme ça, mais je pense que c'était là avant, et que c'était plutôt un critère de sélection que le résultante de la pratique des études, dans mon cas en tout cas. Et puis, évidemment, des amitiés, une ambiance particulière, quelque chose malgré tout, d'un esprit de corps. Oui, quand on rencontre... c'est une profession corporatiste. C'est ça, effectivement, pour peut-être franchir une étape un peu vite. Et je me souviens de la nuit où je suis arrivé au Tchad. Donc, tu as dit que j'étais peu de temps après allé en coopération. Et je suis arrivé en pleine nuit par un avion d'Air Afrique. Et un chauffeur qui est venu m'accueillir et m'a déposé en pleine nuit chez un confrère qui était coopérant. Et ils n'avaient pas trop prévu mon arrivée, ils s'étaient un peu loupés, donc il avait accepté de me recevoir, il était 3h du matin. Et il a pris du temps, François est quelqu'un de très très sympa, donc il était réveillé, il m'a offert un verre, et puis on a commencé à discuter, on s'était jamais vu, et effectivement, au bout d'une demi-heure, on partageait des souvenirs de prépa et d'école véto, et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé après quand même énormément toute ma carrière. C'est un métier où je rencontre pas mal de monde, où je croise pas mal de vétos avec plein de profils. Et c'est vrai que dès qu'on rentre un peu dans ce petit cercle d'échanges un tout petit peu privé, paraprofessionnel, il y a quand même quelque chose d'un tronc commun, d'un point commun qui fait qu'il y a une ambiance générale de la profession qui était, en tout cas jusqu'à ces dernières années, qui faisait le sel finalement de nos métiers. Moi qui contacte beaucoup de vétos par mon métier ou même mes métiers d'avant, c'est extrêmement rare que j'ai pas de réponse. Il suffit que je mette que je suis véto et tout de suite le lien se crée. Donc je te rejoins assez sur cette analyse-là.
Si on reprend sur la partie à l'école, quand tu es à l'école, tu te destines à quoi? Tu te destines à la pratique? Ouais, je me laisse embarquer dans la voie principale qui est la canine. D'accord. Parce que je suis pas bien préparé en fait de ce parcours-là. J'entre là un peu sans savoir où je mets les pieds. C'est un peu dur à dire parce que voilà, je fais une super prépa. Je suis hyper bon en prépa. J'ai le concours Bisu. Ça me va bien quoi. Je me révèle, je suis bien meilleur en prépa que j'étais en terminale par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Non, mais c'est plus les garçons que les filles. Et voilà, j'ai le concours. On va pas dire facilement parce que c'est beaucoup de travail comme tout le monde, mais finalement peut-être en souffrant un peu moins que d'autres. Et c'est un peu fanfaron à dire, mais je pense que ceux qui ont fait la prépa avec moi s'en souviennent aussi, et bon, on en plaisante parfois, mais c'est vrai que ça se passe très bien. Et puis je me retrouve là, j'aime ces études-là, ça m'intéresse, mais comme j'ai pas fait de stage avant, j'ai pas préparé ça, finalement je sais pas où je vais finir. Et je suis un étudiant lambda, je suis pas particulièrement brillant, pas particulièrement engagé, je réseaute pas par avance, voilà, je dessine déjà un peu, je bricole des trucs, je participe au journal, on reprend le journal de l'école, des choses comme ça, on s'amuse, mais on est des petits cons, quoi, ça va pas plus loin que ça. Et je me prépare pas, donc je suis ce que suivent 70% des étudiants vétos à l'école de Nantes quand j'y suis. Donc je fais de la canine, je me prépare à la canine, oui. Ça se passe ni bien ni pas bien. J'ai un peu de chat, je n'ai pas de problème avec la relation avec les gens. La relation client à l'époque est sans doute un peu plus facile qu'elle est aujourd'hui. Je la connais pas bien aujourd'hui, mais je pense que c'était le cas. Et voilà, je sors avec un profil de canin généraliste, standard, okay. Et l'intention pour le coup, parce que je suis formé de faire de la canine. Et finalement, quand on a préparé cette interview, tu m'écris que tu as fait quelques remplats assez courts, mais ça génère chez toi beaucoup de stress. Ça se passe pas comme tu l'avais imaginé. Non, ça se passe pas. Ça se passe comme j'avais commencé à l'imaginer, parce que l'air de rien, je l'avais quand même un peu anticipé, parce que un certain nombre de tâches à l'école me stressaient beaucoup. Oui. Et donc, ça se règle. Qu'est-ce qui te stressait? Tu peux détailler un petit peu? C'est difficile de détailler en profondeur, mais bon, clairement la chirurgie par exemple, l'anesthésie, la chirurgie, cette espèce de prise de risque qu'il y a à ce moment-là, me terrorisait pas, c'est pas ça, mais ça me mettait extrêmement mal à l'aise, ça me stressait énormément en fait. Et un stress qui vous empêche de dormir la veille, qui fait la peur que de l'erreur peut-être. Je sais pas, parce que c'est difficile de dire ça avec un prisme qui est celui d'aujourd'hui, où j'ai quand même travaillé sur ce sujet comme toi, on a eu l'occasion d'en discuter, j'ai écrit des choses là-dessus. Je sais pas si c'était de la peur de l'erreur. Simplement, le sentiment profond d'être très très mal à l'aise, très stressé, peut-être plus le sentiment de pas y arriver, de simplement pas y arriver. On n'était pas à l'époque dans une perception de l'erreur, avec les conséquences juridiques, etc. C'était plutôt cette sensation d'être mauvais. D'être complètement mauvais, d'être complètement à côté, quoi, de vraiment être incompétent. Et c'était une grosse charge de stress. Bon, alors tout le monde me disait, dans mon entourage immédiat de camarades de promo, tu sais, on est tous stressés, c'est normal, ça va passer. J'ai eu des employeurs qui étaient plutôt bienveillants, plutôt sympas, pour l'essentiel d'entre eux, qui me disaient mais non, c'est pas mal, t'es pas pire qu'un autre. Qui essaient de te rassurer, en fait. Que t'es rassurant, que t'es sympa, avec qui on a eu que je revois parfois, et on partage encore quelques verres, même si la plupart d'entre eux arrivent maintenant à la retraite, mais ça n'allait pas du tout. Et j'avais vraiment la sensation que ça allait être pénible longtemps. Voilà. Et c'est pour ça que je me sens parfois assez proche des jeunes aujourd'hui qui expriment des choses qui sont peut-être pas exactement les mêmes, mais qui sont proches, ou de gens plus jeunes que moi en tout cas, parce que moi j'ai clairement connu ça. Je peux pas leur jeter la pierre de quitter la pratique, parce que l'un dans l'autre, j'étais un exemple de ceux qui sont aujourd'hui peut-être, parce que effectivement d'une certaine manière j'ai peut-être un peu fui. Ouais. Et comment ça se fait justement ce départ pour le Tchad en épidémiologie? C'est quoi? C'est les dernières années du service militaire? Ah, c'est ça. J'arrive à... aussi une part de perso avec à l'époque ma copine qui est devenue ma femme après, etc. On est dans une situation où elle passe l'internat en médecine. Elle sait qu'elle va être vraiment pas dispo du tout pendant un an et demi. C'est très très compliqué. Moi, je suis dans cet entre-deux. Je suis pas très à l'aise avec cette pratique canine. Il y a autre chose qui m'effraie un peu, c'est qu'en regard de cette
cette peur, ou en tout cas de ce mal-être, de ce stress, j'ai en plus de ça l'impression d'avoir une très grande emprise sur les gens en consultation. D'accord. Parce que je suis très misanthrope, ça paraît pas comme ça, mais dans le cadre d'une conversation, je suis toujours assez à l'aise. Et j'avais la sensation d'avoir vraiment beaucoup d'emprise à l'époque sur les clients. Et ça te dérange. Ouais. Et ça me dérangeait en regard de ma peur en face de faire certaines choses. Ouais, en me disant, mais est-ce que finalement, à un moment, par lassitude, par fatigue, par perversion quelconque, je ne vais pas finalement utiliser de cette emprise que j'ai sur les gens pour les orienter dans une direction qui m'arrange moi et pas eux, ou moi et pas leur animal. Alors c'est peut-être une construction intellectuelle, hein, mais ça, tu l'analyses aujourd'hui ou tu avais cette analyse non, c'était vraiment précise. Cette analyse à l'époque, en me l'époque. disant, mais en plus, de quoi suis-je capable si vraiment je n'arrive pas à franchir ce cap de la pratique. Tout ça me travaillait beaucoup. Alors peut-être c'était un peu surjoué, c'est peut-être une construction intellectuelle. Je crois pas être quelqu'un de malhonnête, donc effectivement, je pense que moralement, j'aurais jamais franchi la barrière, mais je voulais pas prendre de risque. Et donc dans cette situation où il y avait une espace de tir, c'était effectivement les toutes dernières années du service national. Tout le monde faisait, tous les garçons en tout cas de mon âge et de ma promo, faisaient deux choses. Soit ils partaient à Libourne pendant 3 mois faire des classes, et puis de toute façon après il n'y avait plus rien puisque le service national s'arrêtait, donc ça durait pas longtemps, c'était un mauvais moment à passer. Soit tout le monde s'inscrivait une année ou deux de plus à la fac en faisant traîner un peu sa thèse pour garder le statut d'étudiant, et puis on savait que de toute façon ça allait s'arrêter. Et puis en réfléchissant avec ma femme à l'époque, on s'est dit en fait il y a une opportunité intéressante. Moi partir en Afrique m'avait toujours assez attiré par ailleurs. On peut étudier à quel point c'est lié avec l'intérêt pour les animaux, etc. Tout ça est sans doute pas étranger. Mais et puis l'opportunité se présentait peut-être parce qu'on pouvait faire la coopération, qui était une manière d'échapper à l'armée en étant détaché auprès du ministère des Affaires étrangères pour avoir un poste de coopérant du service national. C'était un peu plus long, ça durait 1 an et demi ou 2 ans versus 6 mois, 1 an quand on faisait le service classique. Mais évidemment, on était détaché à faire un métier de veto quelque part dans le monde. Et donc j'ai candidaté, j'étais un des derniers à candidater, donc ils étaient très très contents de me voir arriver parce qu'il restait quand même quelques postes qu'ils avaient ouverts, c'était les derniers, mais bon. Et donc je me souviens d'avoir un jour j'étais chez mes parents, quelqu'un appelle et ma mère me tend le téléphone en tremblant, le Tchad. Et donc c'était un fonctionnaire du ministère qui appelait, qui lui avait brossé le paysage en 2 mots et en demandant à me parler pour me dire ça vous intéresserait le Tchad, parce que bon. Et c'est vrai qu'il y allait, moi je m'attendais à quelqu'un qui me dise vous êtes affecté au Tchad mon vieux, faites vos bagages. Et en fait non, j'avais plutôt quelqu'un qui disait vous êtes sûr que vous voulez y aller parce que... Et donc pourquoi pas le Tchad, et ça a été 1 année et demie formidable. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là ? Là par contre c'était très très formateur, ça m'a beaucoup fait grandir. D'abord parce que professionnellement c'était hyper intéressant. J'étais chargé d'organiser en pratique 2 ou 3 études de terrain, alors en l'occurrence sur la tuberculose et puis sur les trypanosomoses qui avaient été engagées par la coopération française dans le cadre de programmes de développement. Et c'était passionnant. Avec en plus une part l'essentiel de mon temps, j'étais à N'Djamena, j'avais 23 ans, on était un groupe d'une 20aine de jeunes coopérants français de profils différents, avec un pouvoir d'achat délirant par rapport aux Tchadiens dans une ville africaine, un peu la fête tout le temps, c'était une période très agréable, on était assez insouciants, puis ça allait bien, mais en regard de ça, on était quand même dans un pays africain particulièrement déshérité, donc il y avait quand même cette confrontation à ce qu'est la misère, la difficulté des gens, mais en même temps le bonheur que peuvent avoir les gens de vivre, même dans des conditions de vie qui nous auraient pas convenu du tout. Et puis j'avais la chance par ma mission à moi, contrairement à d'autres de mes camarades qui étaient affectés à des administrations, à la capitale ou des choses comme ça, d'avoir des missions en brousse, donc d'aller vraiment partir avec 3 Tchadiens dans une voiture pendant 3 semaines, faire des prélèvements sur des bovins, préparer centrifuger des tubes sur une table de camping avec un moteur à essence au milieu de nulle part et faire des lames à lire au retour. Tout ça, c'était absolument formidable. Et puis là, on était vraiment plongé dans le village africain de carte postale, avec les femmes qui pilent le mil dans les calebasses et
les enfants qui courent et malheureusement aussi les enfants malades, les vaches pleines de mouches, les gens qu'on nous amène avec une plaie énorme et pour nous demander si on n'a pas des médicaments ou des choses comme ça. Ça faisait aussi partie de... Et bon, ça, quand tu as 23 ans, que tu es encore un jeune adulte, ça secoue un peu quand même, hein, ça te fait grandir. Hein, les gens qui sont avec toi en mission, qui t'expliquent qu'ils ont connu la guerre contre la Libye, qu'ils avaient 20 ans et qui charriaient des cadavres dans le désert du Nord, et ils te parlent de ça comme ça, au bivouac, avec un ciel étoilé magnifique au-dessus, et le feu qui crépite au milieu. Et c'est assez, tu te rends compte que bon, la vie c'est peut-être un peu autre chose que le truc un peu facile que tu vis depuis le début, toi. C'est uniquement ce qui te fait grandir en fait. Bah, ça me fait grandir, à la fois ça me fait grandir parce que bon, c'est quand même à la fois émerveillant et nourrissant, c'est aussi bien sur le plan émotionnel qu'intellectuel. Bon, je suis un peu un intello, hein, donc je théorise beaucoup les choses, et c'est vrai que c'était voilà, ça m'amenait énormément de grains à moudre dans mon appréhension du monde, et puis aussi en face de ça, professionnellement, j'étais infiniment plus à l'aise. Là, j'avais la sensation d'être bon, alors que tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'avais la sensation d'être très mauvais. Tu découvres que tu es plus à l'aise dans ce type de mission que dans la pratique que tu as pu faire avant. En tout cas, je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise dans ce type de mission que ce mal-être que j'avais dans la pratique. Et quand je rentre, je me dis, je vais peut-être malgré tout par utilité refaire quelques remplats, mais si je peux trouver autre chose, il faut que je trouve autre chose. Parce que donc tu cherches autre chose en fait. J'ouvre un peu mes écoutilles et je cherche autre chose. Ouais. Et tu atterris à la DDPP du Pas-de-Calais et de la Somme. C'est ça, j'arrive à Lille puisque ma femme a eu l'internat. À l'époque, c'est un peu compliqué. La répartition géographique, bon, elle se retrouve affectée à Lille. Et donc je la rejoins en arrivant du Tchad. Je rentre pas à Nantes, je la rejoins à Lille. Et je connais pas du tout la région Nord-Pas-de-Calais, hein, je suis pas du tout originaire de là, j'y ai jamais mis les pieds. Et je cherche du boulot là-bas, et les premiers boulots qui se trouvent, moi d'abord un petit remplacement en canine en banlieue de Lille, mais bon, ça dure un mois, et puis il y a un poste qui se libère pour remplacer un congé maternité à Amiens. Alors Amiens, c'est une petite heure de Lille en train de banlieue, enfin en train de régional, et je fais ça me fait découvrir les services vétérinaires. Voilà, j'y suis pas mal à l'aise en fait. Hein. En quoi ça consiste du coup ton travail ? À l'époque, je remplace la chef du service santé et protection animale à la DDPP. Donc à l'époque, il y a deux services dans une DDPP comme celle d'Amiens à l'époque. Donc c'est un remplat de congé mat alors. Ouais, c'est un remplat de congé mat de 6 mois, un petit 6 mois quoi, classique. Et donc je la remplace. Il y a un autre service qui est le service d'hygiène alimentaire, et moi je suis sur le service protection et santé animale. Donc je m'occupe des certificats de capacité, de la mise en place de la politique de lutte contre les maladies infectieuses des piscicultures, parce qu'il y en a beaucoup dans la Somme. Voilà, enfin, il y a plein de le contrôle des véhicules de transport d'animaux domestiques, le contrôle des chenils, des éleveurs de chiens, voilà tout. On se déplace sur les plaintes. Voilà, c'est très divers. C'est pas inintéressant, c'est très administratif, mais bon, ça me dérange pas. Puis à l'époque, dans les DDPP, il y a quand même un petit espace de liberté. On n'est pas... il y a moyen, si on veut, de s'emparer un peu d'un dossier, de tenter d'aider des éleveurs ou d'aider des professionnels à mettre en place la politique de santé de leurs troupeaux, etc. Donc cet espace-là est quand même assez agréable. Je suis assez à l'aise là-dedans. Je me sens utile, à l'aise. Depuis... plus jeune, je bricolais un peu sur mon ordinateur, je sais un peu coder, je suis assez à l'aise avec Access, etc. à cette époque-là, parce qu'on m'a mis Access dans les pattes au Tchad, donc je rentre avec cette expérience croisée, donc j'arrive à monter des petits applicatifs pour faire des petites bases de données, pour gérer des petits trucs, des choses comme ça, donc il y a cette place, et c'est quand même assez sympa, ça permet d'aider les collègues, je suis assez à l'aise. Je sais pas quels souvenirs eux en ont gardé, puisque j'étais très jeune et eux étaient plus expérimentés. Ça va des vrais fonctionnaires avec une vraie savoir-faire. Ils connaissaient tous les éleveurs par cœur, toutes les situations. C'était assez impressionnant. Et je suis assez à l'aise dans ce rôle-là. Ça dure 5 mois. Oui, c'est assez court. Et après ça, du coup, j'ai rencontré un peu les autres DDPP voisines. La DDPP du Pas-de-Calais me recontacte parce qu'ils cherchent, on est en pleine vache folle, et se créent les postes de vétérinaire vacataire ante mortem à l'abattoir, parce qu'à l'abattoir il n'y avait que des contrôles
post-mortem, d'accord, la carcasse. Oui, c'est lors de l'épidémie de ESB que ça se... Voilà, l'État décide à l'époque, je vais peut-être faire des raccourcis, les experts du sujet s'émouvront peut-être, mais grosso modo, l'antémortem est confié au vétérinaire habituel de l'abattoir qui, en pratique, le fait pas. Il intervient lui plutôt sur le post-mortem. Il y a des préposés, des techniciens qui jettent un petit coup d'œil aux bovins vivants avant, mais c'est pas très très codifié, c'est pas très, faut reconnaître que c'est un peu superficiel dans la plupart des abattoirs. Et parce que là, il faut détecter potentiellement des animaux qui ont des symptômes de SB, on décide de déployer un corps de vétérinaires au contrôle antémortem. Et donc ça se fait dans certains abattoirs en sollicitant des praticiens qui viennent en tout début de journée superviser un peu l'antémortem. Et puis dans d'autres, on décide, parce que c'est des abattoirs qui ont plus de volume, sur lesquels il y a un peu plus d'enjeux, peut-être politiques ou de maîtrise, on décide d'embaucher des jeunes vacataires. Donc je me retrouve sur un poste comme ça, je commence à 4h du matin, on finit vers 10-11 heures, c'est des horaires un peu décalés, je suis 3 jours par semaine. Je suis en tuilage avec quelqu'un qui est resté une amie, Anne Bourgeois, avec qui on a un jour en commun, donc on passe le mercredi matin à discuter, à échanger. Moi, je fais le lundi, mardi, et puis elle doit faire le jeudi, vendredi. On a que le mercredi en commun. Et c'est aussi une expérience assez étonnante, parce que veto d'abattoir, là, pour le coup, je m'étais jamais destiné à ça. Ouais. Et j'étais pas n'importe où. Je sais pas si qui que ce soit se destine à ça, mais c'est par le hasard des choses. C'est le hasard des choses. Ouais. On est en pleine crise de l'ESB, donc c'est pour ça qu'on est créé. Et on est en 2001, on arrive la fièvre afteuse. Donc avec en plus les éleveurs qui arrivent, il faut les obliger à désinfecter leurs camions, les marchands de bestiaux. Évidemment, ils n'ont aucune intention de le faire. Ils font des signes de croix avec le désinfectant sur la cabine et puis ils s'en vont. Enfin, on est sur des trucs, voilà. Et puis je suis quand même pas n'importe où. Je suis à l'abattoir de Nœux-les-Mines dans le Pas-de-Calais. Ça fait rêver. Je le répète, l'abattoir de Nœux-les-Mines dans le Pas-de-Calais, qui est quand même l'ancien bassin minier ouvrier du Pas-de-Calais. On est à 2 pas de Lens. Il y a du chômage partout. La misère sociale, elle est partout. Et ça remet une couche quand même à mon expérience de la vraie vie après le Tchad. Ouais, j'ai vécu dans la Somme et je vois tout à fait ce que tu veux dire. Là, on est sur des gens qui sont accrochés à leur métier à l'abattoir, qui font des boulots de fous, des boulots qui sont ce qu'on peut imaginer de pire, en termes de charge de travail, en termes de pression émotionnelle, en termes de pression de la hiérarchie. C'est vraiment des boulots d'ouvriers vraiment dégueulasses. Les gars, ils ont 40, 50 ans, ils sont cassés de partout, ils ont mal au dos, ils ont mal aux jambes, etc. Ils ne redoutent qu'une chose, c'est les contrôles de la médecine du travail, parce qu'ils veulent surtout pas qu'on leur dise qu'ils sont en incapacité, qu'il faut qu'ils arrêtent, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas de boulot ailleurs, parce qu'ils sont contents d'avoir ce boulot, ils sont attachés à ça. Et c'est quand même un environnement très particulier, des gens qui sont très sympas, mais qui sont tellement éloignés de moi socialement déjà, même si je n'ai pas des origines, mes parents sont des origines assez modestes, etc. Mais c'est une autre forme de misère sociale que celle du Tchad, mais ça n'a rien à voir. Et moi, je commence quand même à être finalement, comment dire, un CSP+, l'air de rien. Et je sens déjà ce décalage énorme avec ces gens avec qui je travaille tous les jours. Ça se passe très bien, mais c'est assez. Et puis il y a l'environnement de l'abattoir. Évidemment, ces bovins qui sont assommés plusieurs centaines tous les matins. C'est une expérience particulière. Aujourd'hui, parfois, il m'arrive de parler de véganisme beaucoup. C'est un sujet que j'ai travaillé. Parfois, on me répond, le jour où tu auras mis les pieds dans un abattoir, tu arrêteras de manger de la viande. Je réponds souvent, je dois être un sacré sociopathe parce qu'en fait, j'ai travaillé 2 ans dans un abattoir déjà. Mais c'est pareil, c'est quand même quelque chose d'assez... à l'époque, moi je suis un tout petit peu plus vieux, mais enfin j'ai 25 ans. Oui, tu restes très jeune. Voilà. Et c'est quelque chose là aussi qui est constructeur quand même. Oui, on en garde quelque chose. C'est difficile de l'exprimer, mais on en garde quelque chose. Et comment se fait ce passage? Donc tu restes 2 ans, si j'ai bien compris. Et comment se fait ce passage à Vettel? Au bout de 2 ans, malgré tout, alors j'ai des marges de liberté aussi. Je fais des petits logiciels pour suivre l'antémortem, enfin pour saisir des données, etc. Parce qu'on a quand même du temps mort dans ces postes à l'abattoir. Donc tu l'occupes. Je suis pas mal. Je commence à participer à des petits groupes de travail à la DGL, puisque en général, quand tu commences à faire quelque chose comme ça, t'es assez vite repéré à l'époque dans l'administration. Je m'intéresse, pourquoi pas devenir fonctionnaire. Et puis je vais à une réunion à Paris où je peux plus prendre le cursus sortie d'école, puisque je suis déjà vacataire, donc je dois rattraper un cursus de titularisation, et je vais à une réunion qui est destinée à ça, où j'arrive à Paris, je sais plus où,
dans les quartiers administratifs, dans une salle où il y a une quinzaine, vingtaine de personnes. Je dois être le plus jeune. Surtout des gens qui sont contractuels de DDPP depuis, pour la plupart d'entre eux, 8, 10 ans, 12 ans, 35 ans peut-être à l'époque, j'ai trop vieux, mais ils sont sans doute entre 35 et 40 ans, on va dire. Et arrive un inspecteur général de la santé publique vétérinaire, je ne sais plus qui est ce monsieur, mais en tout cas il a réussi son coup. Et il fait une réunion. Moi je suis assez motivé, parce que ça m'a plu ce que j'ai fait depuis 3 ans, en l'air de rien quand même. Et il nous explique par A plus B qu'il faut qu'on oublie qu'on est veto, il veut des fonctionnaires qui sont le petit doigt sur la couture de pantalon, que ceux qui ont connu les services veto par le passé, c'est fini. Faut arrêter de penser à ça. Les fonctionnaires modernes, c'est des fonctionnaires d'élite et c'est ça qu'on doit devenir. Et bon, ce discours, alors il me démotive totalement. Oui, je sors de là en me disant, mais alors jamais de la vie, faire ce que je faisais avant, d'accord, mais si c'est pour faire ce que tu décris là, ça m'intéresse pas du tout. Et donc, du coup, je cherche autre chose. Je me dis, je vais pas tirer le fil des services vétérinaires et je vais rechercher autre chose. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, on ouvrait la semaine vétérinaire ou la dépêche vétérinaire et puis il y avait 20 pages de petites annonces. Il n'y avait pas Veto Job et on faisait ses courses là-dedans. Et donc, dans la rubrique d'hiver, une petite annonce où réseau de vétérinaires du Pas-de-Calais cherche animateur, profil vétérinaire ou ingénieur agro, contactez numéro. Je me dis, tiens, ça peut peut-être être, pourquoi pas, ça peut être pas mal, ça, voilà. Et je postule. Et puis, j'ai été pris. À l'époque, je rencontre des gens qui sont devenus mes mentors, et qui me mettent vraiment le pied à l'étrier professionnel. Et là, ça démarre vraiment. Et ça démarre vraiment, c'est-à-dire en quoi ça consiste, ce boulot-là? Alors, au début, ça consiste en pas grand-chose, parce que Vettel a été créé 6 mois avant. Il y a une ingé qui a été recrutée pour créer la boîte et puis qui est partie assez vite pour convenance personnelle. Elle suivait son conjoint. Donc, il y a quasiment une coquille vide. Il y a une intention, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a 2-3 visites de référents rural qui ont été un peu créées, qui ont été mis dedans tout de suite. Une petite prestation pour le GTV, pour le syndicat régional, qui sont les fondateurs, les cofondateurs de l'outil, de la société Vettel, qui est censé être un outil d'animation, à la fois pour que l'animation de la vie professionnelle autour de la rurale se professionnalise un peu, et puis aussi un outil de portage en post-représentation, pour porter des partenariats avec les organismes professionnels agricoles, avec les chambres d'agriculture, avec tout partenaire possible, voilà. Donc il y a une intention de faire plein de choses là-dedans, d'amener des outils, des opportunités aux vétos ruraux du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, mais avec quand même quelques pistes, parce que les GTV existent depuis longtemps, les syndicats existent, donc il y a déjà des partenariats qui sont un peu en place, historiques, autour de l'IBR, autour de la paratuberculose, autour des mammites, etc. Mais il y a cette intention de passer une échelle supplémentaire, d'inventer des choses nouvelles, de multiplier ces partenariats, d'être beaucoup plus pro dans l'interaction avec les organismes agricoles qui, eux, ont des salariés, qui ont des professionnels, etc. Et tout est à faire. Donc, grosso modo, on me dit, voilà les clés, voilà ce qu'on attend, on va te faire rencontrer les gens, et puis après, vas-y. Voilà. Ça m'a pas été dit comme ça, mais c'était ça le sentiment. Il n'y a rien de plus formateur. En fait. Et c'était... j'étais très bien accompagné. Il y a des gens formidables. J'ai les 4 ou 5 dirigeants de Vettel, fondateurs de Vettel, sont des vétos... il y en a qui a décédé malheureusement, Henri Catelin, qui est aussi un des fondateurs de la SIAF, donc de l'incinération en France, qui est un type... qui était un type absolument génial dans son animation de la vie professionnelle, qui était partout et qui à chaque fois était pertinent. Il faisait ça avec un veto qui est lui toujours en vie, qui s'appelle Guy Hanotte, qui est dans le Pas-de-Calais. Et Henri Catelin et Guy Hanotte, c'était un duo extraordinaire. Ils ont créé plein de choses formidables pour la profession, et singulièrement dans le Pas-de-Calais, mais même au-delà. Ceux qui les ont connus et qui les connaissent encore seront unanimes là-dessus. Et puis il y avait les ruraux, à côté de ça. Claude Joly, Marc Ennuyé, c'est Paul Gosset, c'est des gens qui m'ont énormément accompagné à l'époque. Ils avaient plein d'intentions, plein d'idées, c'est des gens brillants, et il fallait tout mettre en œuvre. Donc j'étais pas du tout seul dans l'envie et dans l'intention. Puis il y a ceux qui ont succédé après, je vais pas tous les citer parce que ils se reconnaîtront et ils savent bien ce que je leur dois et ce qu'on a construit ensemble. Mais c'était vraiment l'impression d'être pionnier, parce qu'il y avait eu des GTV qui étaient permanents avant, ça s'était plus ou moins bien passé. Il y avait une permanente dans les Pyrénées-Atlantiques, la Bourgogne, il n'y avait plus de permanent après une expérience, je crois, qui avait été assez malheureuse.
La Bretagne se posait des questions, mais finalement on avait la sensation d'être un peu des pionniers avec cette idée de créer quelque chose autour des GTV, autour du syndicat, et puis j'étais très libre, donc j'ai commencé à déployer des choses, un peu plus de communication, de la création graphique, puisque je le faisais un peu, puis c'est devenu de l'audit sur les offres de services des cliniques rurales. On a fait aussi. J'ai touché à beaucoup de choses. On a fini à beaucoup travailler sur l'impact des antiparasitaires sur les zones naturelles humides, parce on a développé un partenariat dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, avec l'agence de l'eau, qui lui aussi était très pionnier, qui a été récupéré par le ministère de l'Environnement. Donc, la SNGTV nous avait délégué le dossier, donc c'était un dossier qui nous a occupé 2 ans, que j'ai laissé en plan du coup quand je suis parti, mais qui était passionnant. Donc j'ai touché un peu à tout. Et là, à l'époque, je me définissais assez bien comme une boîte à outils, un homme à tout faire pour les vétos. Je faisais un peu de tout. J'ai toujours été autodidacte en tout, à part véto en fait. Et c'était assez, ça a été passionnant. Ça allait toujours rester. Puis sur la fin, il y a eu effectivement un tout petit peu de lassitude. Et puis, ma femme. T'es resté combien de temps ? Je suis resté 13 ans. Ouais, mais les 3 dernières années, ma femme était revenue sur Nantes. Donc j'habitais à Nantes et je faisais du télétravail. J'étais aussi hyper pionnier en télétravail. J'étais dans le train avant tout le temps, avant Covid, avec très longtemps avant Covid, avec un bureau chez moi, etc. Ça se passait pas mal, mais mes enfants à l'époque étaient au primaire. C'était à la fois agréable de les emmener à l'école quand j'étais là, d'aller les chercher, parce que l'école était juste à côté, mais en même temps, les déplacements devenaient un peu pesants. En tout cas, les déplacements incessants. Ouais, bien sûr. Et tout ça a fait qu'à un petit moment, j'ai commencé, pas vraiment à chercher, mais à ouvrir un peu plus mes oreilles. Voilà. Là, on arrive donc sur la dernière partie, sur Coveto. C'est ça. Comment tu trouves ces postes-là ? Alors là, on vient me chercher. Quelqu'un qui se reconnaîtra m'envoie je n'ai pas du tout vu passer l'annonce de Coveto, mais m'envoie l'annonce de Coveto par mail en disant il y a ça qui vient de sortir, ça m'a fait penser à toi. Et c'est vrai qu'à l'époque, Coveto recrute un directeur pour sa communication, et il y a un profil de poste où je lis ligne par ligne, et tel que rédigé, je me reconnais dans toutes les lignes. Alors je me dis, effectivement, il a raison. Lu comme ça, voilà. Et puis Coveto, c'est à une demi-heure de chez moi, c'est en région nantaise. Donc tout ça mis bout à bout, je me dis, c'est peut-être l'opportunité de changer. Donc je préviens mes employeurs des Nord-Pas-de-Calais, parce que on est devenus assez proches et pas tout à fait des amis, mais enfin on a vraiment beaucoup haut niveau de confiance, je crois, entre nous. Et voilà, je fais partie d'un truc. Et je candidate à Coveto, puis là aussi ça l'a fait. Enfin, je suis allé au bout du process. Coveto a retenu ma candidature plutôt que d'autres, sans doute à l'époque, même si évidemment j'ai pas fouillé après pour savoir qui étaient les autres candidats. D'ailleurs, je sais même pas si j'aurais eu accès à un dossier. Et donc je change, je me retrouve à relocaliser, on va dire, dans l'Ouest, avec là aussi quelque chose un peu à créer, parce que même si c'est à l'intérieur d'une structure qui est beaucoup plus grande, il n'y a jamais eu de directeur de communication à Coveto. Et cette tâche de communication qui était plutôt confiée au directeur général, etc., Xavier, qui est toujours directeur général, mais qui sentait qu'il n'y avait plus vraiment le temps de le faire, etc. Il y a quand même un espace à créer. Donc je retrouve à l'intérieur d'un collectif, dans quelque chose d'un peu différent, de quand même beaucoup plus bordé, déjà beaucoup plus construit, quand même un espace un peu de créativité ou de développement, ce qui finalement a toujours été un peu le moteur chez toi. Le moteur chez moi, et puis dans tous les postes que j'ai eus, donc je suis assez vite à l'aise. Voilà. Ok. Bon, on a parlé de tout ton parcours professionnel. Maintenant, j'ai pas mal de questions sur tout ce qu'il y a autour, sur tout le connexe. Je voudrais qu'on parle de l'intérêt que tu as pour ce qu'est la profession vétérinaire dans la société. Alors, c'est un vaste sujet qui est très, très riche. Comment ça t'est venu, cette passion ? Parce que tu m'as dit que c'était vraiment une passion presque dévorante. Ah oui, c'est devenu très dévorant. Ça n'était pas forcément au départ. Ma passion dévorante, par ailleurs, c'est la bande dessinée. Alors voilà, tous les gens qui me connaissent savent que je m'intéresse beaucoup à la bande dessinée. Et comme j'intellectualise tout, je me suis intéressé intellectuellement à la bande dessinée. Je connais hyper bien l'histoire de la bande dessinée, la sociologie de la bande dessinée, etc. Oui. Bon, voilà. J'ai lu des dizaines et des dizaines de bouquins là-dessus, en plus des BD. Et quand je suis étudiant, en fin de cursus, comme je suis un peu un rigolo, on va dire, je suis pas un étudiant en modèle, je me dis que j'ai pas envie de faire une thèse expérimentale, donc je me dis, je vais faire une thèse sur la BD.
Et donc je vais voir le professeur Denis à l'école de Nantes parce que je repère qu'il a parfois encadré un peu des thèses à thème culturel. Un peu atypique. Voilà. Et je vais le voir, je vais dans son bureau, je lui dis écoutez, voilà, je cherche une thèse et je voudrais faire une thèse sur la bande dessinée. Alors il me regarde, il me fait le chien dans la BD, le chat dans la BD, le cheval dans la BD, tout ça a été fait, mon pauvre ami. J'ai pas envie d'y remettre une couche, surtout que c'est moins populaire maintenant les thèses comme ça, je vais me faire taper sur les doigts. Puis il recule dans son siège et puis il me dit si vous me faites le vétérinaire dans la BD, je prends. Ah, difficile. Alors, Fallait à pas l'époque, dire ça. je commençais quand même à connaître un peu la BD, hein, mais pas aussi bien que maintenant. Mais comme ça, je visualise 3-4 vétos dans la BD, comme ça. Ça fait pas une thèse. Ça fait pas une 200 thèse, pages. mais bon, je lui dis, bah écoutez, j'essaye. Ok, banco, ça marche, je fais ça. Et je commence à chercher, du coup, de manière un peu plus systématique. Je commence à trouver des trucs, des vétos, mais aussi des animaux malades, etc. Je reviens vers lui en disant, il y a peut-être un truc à faire sur les maladies et les soins vétérinaires dans la bande dessinée. Là, il y a peut-être la place, peut-être le corpus. À l'époque, il y a déjà Internet, mais il n'y a pas grand-chose sur Internet. Aujourd'hui, quelqu'un qui ferait le même recherche que moi, il taperait vétérinaire, bande dessinée. Je le fais très souvent, donc je sais ce que ça donne. Très souvent, presque tous les jours. Toutes les semaines, en tout cas. Et il trouverait plein de choses. Et puis en tirant des fils, il trouverait vraiment beaucoup de choses. Et il y a donc vraiment la place de le refaire. Si quelqu'un, un jeune m'écoute, s'il veut faire une thèse sur le vétérinaire de la bande dessinée qui s'appellerait comme ça, d'abord je suis à son service. Et puis il y a vraiment de la place de faire quelque chose spécifiquement là-dessus. Ça n'a jamais été fait. Depuis, je sais pas si les thèses non cliniques, voilà. on le voit en poupe aujourd'hui. Non, mais il s'en fait encore quelques-unes. Et Oui, voilà, il faut demander peut-être à Pierre Sens ou à des gens comme ça qui encadrent encore parfois des thèses un peu atypiques. Il y a vraiment la place de faire quelque chose. Donc c'est la première fois que je m'intéresse finalement à l'image du vétérinaire par ce biais-là. À l'époque, je vois pas grand-chose. Je fais une thèse une espèce de collection d'images, ça se passe bien, je suis content du résultat, mais il n'y a pas grand-chose à en tirer dans l'absolu. Quelqu'un qui lit ma thèse aujourd'hui, il va trouver que c'est un travail peut-être amusant, mais c'est faut regarder les choses en face. Et au fil des années après, je continue à avoir des vétos de temps en temps, parce qu'il y en a un dans un film, il y en a un dans un... Voilà, je continue à chercher les vétos dans la BD, donc pour le coup, Internet se popularise, les moteurs de recherche commencent à être un peu plus efficaces, donc ici, j'en découvre plus. Donc finalement, ce corpus de représentation, il s'étend un peu, puis je commence à voir des choses. À dire, tiens, c'est marrant, il y a ça. Je deviens aussi un professionnel, je connais mieux les vétérinaires, je les rencontre plus. Tu les rencontres. Sans doute que j'acquiers une capacité à voir des choses que j'étais incapable de voir avant. Et puis un jour, il y a quelqu'un que tu connais qui s'appelle Laurent Gessen, qui est pas étranger à notre présence à tous les deux à ATC la même année, il y a quelques années. C'est vrai. Que je connais comme ça parce que Laurent connaît tout le monde et puis que je l'ai croisé déjà à l'époque. Et on a une discussion un peu informelle en marge d'une réunion. Et puis il me dit, je lui parle comme ça, je commence à lui parler de ça. Je lui dis, il y a des trucs à voir, c'est marrant, je me rends compte que les vétos, ils sont comme ci, ils sont comme ça signifie quelque chose. Il me regarde, il me dit, écoute, je cherche des sujets un peu originaux pour le club vétérinaire entreprise, tu ferais pas une conf là-dessus ? Donc il me fait le même coup que Bernard Denis 15 ans avant, ou 10 ans avant, et évidemment, moi, à chaque fois, je fais la même chose. Je lui dis, écoute, banco, j'essaye. Et donc là, je commence vraiment à essayer de mettre mes idées en place. Et je trouve ça vraiment intéressant, cette conf se passe super bien. En plus, j'ai l'impression que les gens, pour une partie d'entre eux, sont contents de ce que j'ai dit, et donc ça me motive dans cette idée qu'il y a un truc à faire. En fait, il y a effectivement quelque chose à voir auquel personne s'est intéressé. Il n'y a pas besoin d'être très clairvoyant pour le voir, mais effectivement, personne s'y est vraiment intéressé. C'est un petit peu atypique. Et depuis, ça m'a jamais lâché, donc j'ai continué à m'y intéresser de plus en plus près, essayer d'être de plus en plus pertinent, de plus en plus approfondi. Comme j'ai quand même la collectionnite depuis toujours, j'ai commencé à garder, à collectionner, à acheter ces représentations, donc des vieilles gravures de presse, des vieux journaux, T'as une grande maison ? Des disques, des trucs comme ça. J'ai une grande maison, tout ça est dans un placard, mais donc j'ai reconstitué une espèce de deuxième collection là, qui est un peu dévorante. C'est ça que j'expose à la fac. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser de façon au-delà du côté, je collectionne des images et je montre des choses à voir dans les images, vraiment à creuser ça. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que ça dit, ces représentations culturelles de la façon dont les gens perçoivent les vétérinaires. Parce que finalement, ces représentations, elles sont toutes faites par des gens qui ne sont pas vétérinaires. Ils sont auteurs de bandes dessinées, réalisateurs de cinéma, journalistes, des gens qui ne sont pas vétos, qui ont une idée préconçue, qui ont une image perçue du vétérinaire et qui, en plus, dans le cas des artistes,
la retravaillent et la régurgitent, en font quelque chose d'autre. Au sens de magnifier, au sens de idéaliser. En fait, ils en font quelque chose de très personnel. Comme, ils s'approprient ça. Ils s'approprient l'image et ils en font quelque chose de personnel. Donc, prise individuellement, une image culturelle ne veut pas dire grand-chose. Elle dit plus, peut-être au moins autant de son auteur qu'elle dit de la matière qui lui a permis de produire cette image d'un vétérinaire. Voilà. L'auteur de bande dessinée qui choisit de dessiner un petit gros avec une barbiche blanche, une lampe frontale et une blouse blanche. Qui est visiblement un homme qui a 60 ou 70 ans, c'est lui qui décide de le représenter comme ça, et ça dit de sa perception à lui, et puis il en fait quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Vargas Llosa disait la littérature, c'est une vérité fuyante faite de mensonges. Donc effectivement, il y a cette espèce de une vérité glissante faite de mensonges. Donc il y a cette espèce de somme de mensonges. Ça veut rien dire individuellement. Par contre, quand vous en avez 10, 20, 100, 200, 1000, et qu'il y a des points d'ancrage, des choses qui sont récurrentes, des choses qui reviennent systématiquement, très souvent, là, ça commence à dire quelque chose. Et ça dit quelque chose de très profond, en fait. Ça dit quelque chose de ce qui reste de fondamental, de très partagé, à tel point qu'il est utilisé par plusieurs, et qu'il est gardé par plusieurs, et que plusieurs en font matière. Et bon, c'est un axe de travail en socio-anthropologie qui est pas nouveau, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a plein de gens qui s'intéressent aux représentations sociales, aux représentations culturelles. Et bon, mon axe, c'est vraiment ces représentations-là. Et il y a beaucoup de lignes fortes, d'axes forts. Et une fois qu'on les a observés, qu'on se dit, tiens, là, je vois un truc, qu'on est capable de mettre des exemples en face en disant, oui, c'est récurrent, donc ça veut dire quelque chose. Après, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, on commence à lire des sociologues, et puis on lit des anthropologues, et puis on lit des philosophes, et puis on essaie de faire des sciences humaines, finalement, sans en avoir l'air. Je vois qu'on a une passion. Chronophage. Voilà, on lit des trucs, on essaie d'inventer, de trouver des explications, de théoriser, de se dire, tiens, ça vient de là, peut-être, et le fondement, il est là, mais pourquoi, et pourquoi. C'est la méthode des 5 pourquoi, mais qui devient vite la méthode des 50 ou des 70 pourquoi, quoi. Et ce qui est magique quand on fait ça, c'est qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose, qu'il y a une piste qui apparaît, qu'on théorise quelque chose, là, je suis en train de comprendre quelque chose, il y a quelque chose de vachement bien, il faut que je creuse. Et vous creusez, et tu lis un bouquin supplémentaire, et en fait, tout ce que tu as cru voir le premier, il y a déjà quelqu'un qui a écrit un bouquin formidable, où il l'a déjà retourné dans tous les sens, il l'a vu mieux que toi, et beaucoup mieux que toi, il t'ouvre encore des pistes successives, donc c'est un travail infini. Et savoir finalement ce qu'est un veto dans la société, et d'où ça vient, surtout savoir ce qu'est un veto et comment les gens perçoivent le veto, je crois que je commence à le voir à peu près. Mais savoir d'où ça vient, alors là, c'est un puits sans fond. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que le grand public aujourd'hui a comme vision finalement du vétérinaire, et peut-être rattacher ça au fait qu'il y a un peu une différence, même pour nous les vétérinaires, entre l'image qu'on se fait du métier et quand on arrive sur le terrain, la réalité? En fait, il y a forcément une différence. En fait, la vision qu'a de son environnement professionnel à un professionnel est nécessairement différente de la vision qu'on a à un non-professionnel. Ça, c'est partagé par toutes les professions. Ça semble assez, Quelqu'un qui a très très bien expliqué ça, c'est Roland Barthes, dans un bouquin qui est extrêmement important, très facile à lire et très petit, qui s'appelle Mythologie. Dans Mythologie, Roland Barthes, il prend l'exemple du bûcheron. Il dit voilà, quand tout le monde voit un arbre, il voit la nature éternelle, la vie, la magnificence de l'objet arbre, on a envie de l'embrasser, voilà, on voit cette vie longue de cet arbre qu'a connu depuis si longtemps nos ancêtres, etc. Un bûcheron, lui, il voit une méthode d'abattage, un volume de bois, éventuellement une valeur, etc. Parce qu'il a un regard de professionnel sur un objet qui est un objet rationalisé, qui pour un non-bûcheron, en l'occurrence, est un objet de mythe, est chargé de mythes. Et tout l'objet de livre de Barthes, c'est d'expliquer que ces mythologies populaires, ces mythologies quotidiennes, au-delà des grandes mythologies porteuses des grands axes de la pensée philosophique, on en a partout. Donc il parle du steak haché, du steak frites, de plein de choses, de la voiture, de la bagnole, etc. C'est un livre très très célèbre. Et à l'époque, ça m'a donné à voir qu'il y avait ça, en fait, dans la perception, quelque chose de ça dans la perception du grand public vis-à-vis des vétérinaires. Et que c'était normal que, devenu professionnel, on voit le veto, on se voit nous-mêmes et on voit notre profession très différemment de la façon dont le voit le grand public. Sauf qu'il y a en fait un effet de rebond, de retour, parce que
aujourd'hui sont assez rares ceux qui sont des enfants de professionnels. Ça existe toujours, les dynasties de vétérinaires, mais c'est devenu plus rare qu'avant. Moins fréquent qu'il y a que dans les années 20 ou dans les années 30, où c'était très courant. D'accord, je savais pas. Et où c'était beaucoup plus courant. Et on est tous devenus vétos, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a cette attirance pour les animaux, il y a ce truc-là, cette espèce de ce qu'on veut pas appeler l'amour des animaux, parce qu'en tant que véto, on trouve que c'est pas le bon mot, et on en débat pendant des heures. Regardons les choses en face, appelons ça comme ça, pourquoi pas. Il y a ça qui fait de la vocation, et la vocation qui naît, c'était cet enfant de 10 ans, chez ces enfants de 12 ans. Si j'étais à ta place, la première question que je poserais un jour aux gens, c'est, j'attaquerais en disant, mais quel enfant étiez-vous à 10 ans, docteur? Parce que je pense que c'est une question qui pourrait être super intéressante, et si le docteur y répond pas animaux dans sa truc, on dirait, et votre rapport avec les animaux à l'époque, c'était quoi? Et je pense que c'est une question qui serait assez forte, parce qu'elle permettrait à chacun de se regarder tel qu'il était à l'origine. Et à l'origine, tu reconstruis pas, t'as souvent aucune appréhension de ce qu'est le métier de véto, ou t'as la même appréhension que le grand public, finalement. Oui, et donc, on est tous nés là. On est tous nés là, et puis on passe par la formation qui effectivement nous transforme en professionnels, nous fait changer de regard, casse ce regard d'origine, mais il est toujours là, l'enfant qui est en nous. Et quand on se retrouve face au public, derrière, effectivement, ce public, il nous renvoie ce regard-là. Et nous, on est très fiers de porter un nouveau regard, parce qu'on est devenus des professionnels, donc on se défend contre ce regard-là. On a souvent... Et souvent, ce sont souvent les plus jeunes qui sont les plus durs vis-à-vis du regard du client ou du grand public sur le vétérinaire, parce qu'on sait maintenant qu'on est autre chose, quoi. Oui, tout à fait. Quand on sortait de l'école à mon époque, c'est moins vrai maintenant, parce que la notion de bien-être animal a quand même pris encore plus de force qu'il y a 20 ou 25 ans, mais on était très fiers de montrer qu'on était capable de contenir un animal sur une table. Attraper un chat par le cou et l'écraser sur la table en haussant la voix pour qu'il se calme, ou un chien, d'une certaine manière, on avait l'impression en faisant ça qu'on montrait qu'on était devenus des pros, et qu'on montrait aux gens qu'on avait appris quelque chose et qu'on était autre chose. Ça, c'est une catastrophe, hein. En termes d'image, c'est catastrophique. C'est extrêmement mal perçu par les gens. Petit à petit les systèmes de domination. Ça casse complètement l'image que vous portez vis-à-vis justement de cette image populaire. Et donc, c'est des erreurs qu'on fait jeune, qu'on fait plus après, parce qu'instinctivement, on se rend compte que ça marche pas. On sait pas toujours pourquoi, parce que les vétos n'ont pas un regard très, très fin là-dessus, mais souvent par manque de temps, et puis par manque parce que personne leur en parle. Mais qu'effectivement, tu as ce décalage qui existe forcément, et qui t'est renvoyé par les gens qui sont en face de toi, et qui te renvoient à l'image que tu étais plus jeune. Et bon, finalement, parfois, j'en discutais l'autre jour avec un confrère longuement à table dans un dîner professionnel, comme on en a tous parfois, en marge des congrès, etc. Et on était d'accord, on n'était pas d'accord au départ, mais finalement, en parlant pendant 3 heures, assez loin, on finit par tomber à peu près d'accord sur pas mal de choses, et on se dit tous les deux, oui, il faudrait que les vétérinaires se souviennent de l'enfant qu'ils étaient. N'oublie pas l'enfant qu'ils étaient. Et ça réglerait peut-être, enfin, en tout cas, ça leur donnerait un petit élément il y en a qui l'ont, hein, je ne sais pas, mais pour certains, peut-être, ça donnerait un petit élément de lucidité supplémentaire, qui leur permettrait peut-être de parfois mieux comprendre les gens qui sont en face d'eux, de peut-être un peu mieux intégrer cette demande un peu particulière qui est devenue maintenant très insistante avec des gens qui sont pas, c'est pas facile, hein, aujourd'hui, la clientèle. Mais peut-être de finalement de se réapproprier ça, et d'avoir et donc peut-être de mieux l'encaisser. Ça pourrait être une clé, voilà, parce que ce regard-là, c'est important. Pour ça que je continue aussi à creuser ça, parce que j'ai pas mal de tendresse pour mes confrères et consoeurs. J'aime les vétos, moi. Et parce que beaucoup plus que les animaux maintenant. Et c'est vrai que cette appréhension de ce qu'est cette image culturelle, elle est non seulement, je trouve ça intéressant, mais ça peut l'être quand on est bien juste par challenge intellectuel, mais au-delà de ça, je pense que ça peut être utile justement de bien comprendre ce que c'est que ça, de voir quelle part de ça on a en nous encore, de pas la refuser. Parce que il y a encore pas si longtemps, je sais pas comment c'est aujourd'hui à l'école veto, quand vous arriviez, on vous disait vous rêvez d'être veto de zoo, de machin, de trucs, c'est tout faux, on va vous apprendre que c'est autre chose la vraie vie, oubliez tout ça, c'est de la connerie. Cette espèce de crainte terrible dans la profession de l'anthropomorphisme, quelle horreur, il faut oublier l'anthropomorphisme. Est-ce qu'il y a quelque chose de terrible à regarder un animal tel qu'il est, comme un mammifère supérieur qui probablement nous renvoie quelque chose dans le regard, etc. C'est pas de l'anthropomorphisme à ce niveau-là, c'est simplement reconnaître l'animal comme un sujet et pas comme un objet, et c'est fort, et c'est de là qu'on vient, et c'est là que nous attendent les gens. Et tous ces éléments-là, le fait de pouvoir peut-être les intellectualiser un peu, les amener aux vétérinaires en disant c'est là,
C'est là en face de vous, c'est là autour de vous. En plus, vous venez de là. Et les gens qui vous regardent, vos clients, les journalistes, les politiques, etc., ils vous voient comme ça. Eh bien... Peut-être que cette dimension sociologique, elle manque aussi à notre cursus, parce qu'à un moment, bon, il est très riche, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, c'est évident. Mais finalement, toute cette analyse sociologique, philosophique, elle apporterait probablement quelque chose à notre pratique. Oui, moi j'en suis persuadé, mais après, effectivement, à quel moment, quand est-ce qu'on apprend ça? On peut toujours ajouter des couches et des couches et des couches supérieures à la formation initiale. On a déjà ajouté, c'était sans doute utile, hein, beaucoup, de plus en plus de management, de communication, de marketing, etc. C'est peut-être pas encore assez, c'est jamais assez, mais en même temps, il y en avait tellement pas avant qu'aujourd'hui, tous ceux qui sortent des écoles sont beaucoup, beaucoup mieux formés. Et puis la médecine veto, elle ne cesse de progresser, c'est de plus en plus pointu, il y a de plus en plus de choses à apprendre à l'école veto. C'est vrai que quand j'arrive avec ça et que je me dis, bah tiens, il faudrait peut-être un peu d'histoire de la profession, un peu de philo, un peu de sociologie, un peu de poésie peut-être même, dans la formation pour amener ce supplément d'âme que les vétos ont beaucoup en eux, en fait, parce qu'ils sont à la fois scientifiques et vocatifs, et que c'est assez rare, ça. Et en fait, ils l'ont à l'origine, ils l'ont parce qu'ils ont cette vocation, et puis on leur fait oublier. Parce qu'on a des études qui sont très dures, très factuelles, très scientifiques. On a une profession dont pour le coup, la mythologie propre est très pragmatique. On est des gens de terrain, des scientifiques de terrain, etc. Et ça, on nous le rentre, d'abord, ça nous déplaît pas, et puis on devient uniquement ça. Et on a tendance à oublier qu'on est autre chose, qu'on est aussi des gens qui avons une espèce d'attirance un peu informelle pour les animaux, qu'on était celui quand on était petit, dont les parents, l'entourage disaient bah toi tu deviendras vétérinaire parce qu'il y a quand même un truc spécial qui se passe avec les animaux, etc. Mais souvent, ça revient, et c'est peut-être aussi une des raisons à la diversité des parcours professionnels aujourd'hui, au fait qu'il y a peut-être une désertification de la pratique à un moment donné, parce que les gens se retrouvent dans cette forme de distorsion où entre ce qu'ils attendaient, ce qu'ils retrouvent de chez eux, parce qu'ils prennent du recul par rapport à tout ce corporatisme. Et je trouve ça intéressant de parler de cette diversité. D'ailleurs, ton parcours, il est tout à fait représentatif de cette diversité-là. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ces nouveaux parcours très diversifiés? C'est intéressant parce que oui, effectivement, on est confronté un peu à cette espèce d'injonction contradictoire, à la fois à savoir qu'on est vétérinaire pas par hasard finalement, et en même temps à être vétérinaire vraiment profondément, formé en tant que véto, donc amené dans ce territoire où on se reconnaît dans ce pragmatisme, dans cette... Et on peut voir vivre ça. Bon, moi, on a raconté mon parcours là. Bon, il n'a rien d'exemplaire. Enfin voilà, c'est des choses qui se sont enchaînées par les motifs de l'existence. On observe plein de parcours qui se ressemblent finalement aujourd'hui. Enfin, qui se ressemblent par leur diversité, par là des gens qui ont fait, qui ressortent, qui se ressemblent par leur diversité. C'est ça. En écoutant le podcast, c'est impressionnant de voir cette diversité. C'est ça, qui sont parfaitement dissemblables, mais qui se reforment parce qu'ils sont divers, parce qu'il y a des allers-retours, parce qu'il y a des sorties. Alors c'est vrai que moi je continue à être au contact des praticiens, et que la représentation professionnelle des praticiens se plaint de ça. Oui, mais les gens sortent et quittent. On n'est pas formé pour ça. Si les vétos sont pas praticiens, à quoi sert que l'État paye les études? Enfin, tous ces débats-là, on les a parfois très vifs. Mais cette diversité, je pense qu'elle est induite aussi par cette richesse de ce qu'est un vétérinaire, Bon, finalement, on n'a pas expliqué ce qu'était un vétérinaire pour le grand public, mais il y a 1000 fois l'occasion d'en parler ailleurs, de ce qu'est un vétérinaire pour lui-même, de ce qu'est un vétérinaire dans le regard des autres. Et évidemment, ça ouvre à la possibilité de parcours qui sont divers, qui basculent parfois. Moi, je trouve que cette espèce d'injonction contradictoire du jeune praticien qui consiste à dire à la fois tu as envie d'être ce que tu es profondément, mais par ta formation, tu te l'interdis. Tu as envie d'être anthropomorphique, mais par ta formation, tu te l'interdis. Et les gens en face, ils attendent ça de toi, parce qu'ils attendent surtout que tu sois quelqu'un qui aime les animaux. Et tu t'interdis d'être trop quelqu'un qui aime les animaux parce que tu veux passer pour un pro. Et c'est hyper difficile à vivre en fait, cette espèce d'injonction contradictoire permanente. Mais ça, on le comprend quelques années après. On comprend souvent parfois, et puis ça revient parfois beaucoup plus tard. Des gens qui finalement sont toujours blindés dans cette carcasse, dans cette carapace de praticiens un peu détachés, très très techniques, etc. Qui vont dire sur les réseaux sociaux, mais non, moi je fais pas ce métier-là par intérêt pour les animaux. C'est un métier comme les autres, c'est tout, je fais ça juste pour bouffer.
Ouais. Peut-être, hein. Évidemment, on est tous très différents les uns des autres, mais... Et donc il peut y avoir cette espèce de carapace, et puis cette carapace, elle peut craquer à tout moment, elle peut craquer à 40 ans, à 50 ans, on voit ça très bien chez certains, où d'un seul coup, il y en a qui s'ouvrent, et puis qui finalement deviennent plus à l'aise dans leur pratique, et puis il y en a qui souffrent. Malheureusement, il y en a beaucoup qui souffrent. Alors ils souffrent pour plein d'autres raisons. Je ne venais pas dire que j'ai l'explication à tout, et que tout est expliqué par ça, et que c'est l'alpha et l'oméga de tout, mais il y a cette composante que moi, quand on m'explique, quand on me témoigne, quand je lis des témoignages, il y en a beaucoup aujourd'hui sur des vétos qui changent, qui basculent, qui décident de tout arrêter pour aller vers autre chose. On retrouve quand même souvent de ces composantes, de cette envie soit de cette déception de ne pas avoir trouvé finalement l'enfant qu'ils étaient à 12 ans ou à 10 ans dans la pratique, soit la vocation d'avoir déçu cet enfant. Que la pratique finalement n'est pas aussi... malheureusement, on sait tous que la pratique, elle n'est pas aussi empathique, aussi dans le sentimental, hein, que c'est quand même assez... C'est pas par hasard qu'on est devenu des gens durs et pragmatiques, hein. Il y a des raisons à ça aussi. Et puis parfois, ça les déçoit, parce qu'il y a des gens qui deviennent vétos pour ça, qui le restent finalement, qui quand ils arrivent dans le métier, le retrouvent pas du tout, parce que le métier est trop pratique, trop pragmatique. Donc il y a plein de situations différentes qui expliquent cette diversité de parcours. Et dire, tous les vétos sont pareils. De toute façon, moi, je sais ce que c'est un véto, mais on le voit très bien. Moi, je lis beaucoup les réseaux sociaux. Ça fait partie de mon métier. Donc, je lis ce qui se passe sur les réseaux. Un peu moins maintenant qu'il y a encore 3, 4, 5 ans, mais j'essaie de rester attentif. Il y a des débats, puis parfois des gens qui s'écharpent entre vétos sur les groupes privés divers, mais je ne peux pas te laisser dire que c'est ça un veto, je me reconnais pas du tout, avec parfois ça prend la forme de conflits de génération, de conflits de genre, toute la mythique que tu as derrière, toutes les interventions que tu as faites toi-même sur la génération Z, la génération Y, comment on pourrait mieux se comprendre, etc. Tout ça ressurgit parce que ça vient dans un... Mais il y a souvent une composante sur le fond de ce qu'est la vocation véto, et puis en tout cas de ce que sont les vocations véto, ces vocations pour l'animal. Et puis c'est très complexe en fait, et c'est très riche, et c'est infini à étudier. Il faudrait être psychologue, il faudrait être philosophe, j'ai longtemps cru que cette vocation pour les animaux, que les vétos refusent ou acceptent, elle venait pour tout le monde un peu de la même chose, qu'elle était un peu uniforme sur le plan psychologique. Puis en fait, pas du tout. Donc, parce que j'ai lu des gens qui m'ont ouvert l'esprit là-dessus, et des anthropologues, des choses comme ça, qui décrivent des vocations pour les animaux qui sont presque antagonistes, mais qui sont quand même des vocations hyper fortes pour les animaux, qui expliquent qu'on peut avoir des vétos chasseurs et des vétos véganes, et que les deux se revendiquent d'un profond attachement aux animaux, qui est très vocatif dans les deux cas, qui génère les mêmes injonctions contradictoires, etc. par rapport à la... pas les mêmes réactions sur le grand public. Mais qui, tout en étant deux vocations hyper fortes pour les animaux, qui t'amènent à devenir véto, qui t'amènent à devenir véto dans les deux cas, avec les guillemets qui vont avec, par amour des animaux, mais c'est pas du tout le même amour des animaux en fait. C'est pas du tout le même amour des animaux, profondément, philosophiquement, dans le système de valeurs, etc. Et c'est vertigineux, hein, parce que finalement, c'est des gens qui ont ce pot commun là dont on parlait au début, ce corpus commun, qui sont capables de se reconnaître, et puis mais ils viennent finalement d'endroits très très différents, mais pas de cette espèce de caricature de la différence. Il y a les vétos qui sont là pour les animaux, puis il y a ceux qui n'ont jamais eu la vocation. Non, c'est déjà entre ceux dont on peut reconnaître qu'ils ont une vocation hyper forte et qui sont là pour ça. Et il y a parfois des différences extrêmement profondes. Et ces gens-là, sur certains territoires, se comprennent pas du tout. C'est hyper intéressant. Je voulais qu'on revienne sur les jeunes vétérinaires. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu en as parlé plusieurs fois, puis tu as dit que tu avais une forme de tendresse aussi pour ce qu'ils pouvaient parfois te raconter, parce que tu avais le sentiment d'avoir vécu la même chose. Puis j'ai eu l'occasion d'assister à certaines de tes interventions sur le sujet. J'aurais voulu qu'on parle de certains grands paradoxes qui sont souvent évoqués, notamment mis sur le tapis sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est qu'on dit souvent que on est dans un contexte où ces jeunes vétérinaires ne veulent plus travailler, parce qu'il y a un rapport au travail qui est tout à fait différent, et c'est assez en contradiction finalement avec le cursus d'excellence qu'ils ont pu faire, qui est assez sacrificiel par certains côtés. On a parlé de la prépa tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce paradoxe-là ?
Alors c'est paradoxal sans l'être, c'est-à-dire que aujourd'hui les jeunes, ils ne refusent plus d'être en quête de sens. Donc, d'une certaine manière, dans ce que je décrivais juste avant sur ces vétos, ces injonctions contradictoires, etc., qui sont plutôt des choses qu'ont supporté pendant longtemps les plus anciens, ou ceux les gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans aujourd'hui, et puis ceux qui sont encore plus âgés, c'était cette capacité à finalement faire fi de la quête de sens en disant je fais autre chose maintenant, je suis praticien, je suis pratique, etc. Et finalement ce sens qui était porté par leur vocation, ils avaient tendance à l'oublier, ça se faisait, c'était comme ça, c'était sociologiquement acceptable pour tout le monde, pour tous les métiers, dans toute la société. C'était d'autant plus fort qu'on a des métiers à vocation. Oui. C'est plus fort si on est médecin, si on est vétérinaire, si on est prêtre, mais c'est pas pour autant. C'était quand même partagé par tous. Et puis la société change globalement, et effectivement, les jeunes aujourd'hui, moi je vois mes propres enfants, effectivement, ils n'acceptent plus de mettre cette quête de sens sous autre chose, sous le tapis, tu me dis très bien, voilà. Et donc, effectivement, ils sont en recherche de sens. Et ils veulent qu'un boulot, ça ait du sens. Je veux bien travailler, mais c'est faut que ça fasse sens. Mais on pourrait leur répondre, soigner les animaux, de fait, ça a du sens. Oui, mais si on laisse ce sens s'exprimer, faire un boulot alimentaire, ça peut avoir du sens parce qu'on veut, pendant 6 mois, avoir de l'argent pour faire le tour du monde. Ça peut avoir du sens aussi. Il y a des jeunes qui font des boulots alimentaires, qui les enchaînent parce que ça a du sens pour eux à l'instant T. Mais le boulot en tant que tel n'a pas de sens, et donc ils vont pas le faire longtemps. Aujourd'hui, on a des jeunes qui disent moi je veux faire un métier qui a du sens. Par définition, veto, c'est un métier qui a beaucoup de sens. On a tout ce dont on vient de parler. Il y a une profondeur. J'ai à peine esquissé en parlant là. On peut en parler 10 heures, 12 heures de rang. Il y a plein d'axes à creuser. Donc ça a beaucoup de sens. Sauf que dans nos entreprises aujourd'hui, ce sens-là, parce qu'il y a ces injonctions contradictoires, parce que cette volonté d'être pragmatique, d'être pratique, etc., parfois on ne lui laisse pas toujours l'espace qu'il mériterait d'avoir. Alors c'est par nécessité, c'est pas un défaut, c'est comme ça, l'effet est celui-là. Et je me souviens d'avoir échangé avec toi sur cette idée de... La fois on dit les jeunes veulent pas travailler, et puis ou en tout cas veulent un meilleur équilibre, vie personnelle, travail, veulent travailler moins longtemps, etc. Puis veulent être salariés parce que du coup ça leur garantit une certaine visibilité là-dessus, on va dire. Et puis, en même temps, ils se déclarent tous entrepreneurs dans l'âme. Oui, mais c'est un autre des paradoxes dont je voulais parler avec toi. C'est qu'on est dans une société qui valorise l'entrepreneuriat et nous, on est dans le salariat. Donc, on a un truc où on dit à la fois la nouvelle génération, quand on les interroge en général, ils veulent tous devenir entrepreneurs. Et puis quand on regarde le monde veto, on regarde ça, non, ils veulent tous être salariés. Bon, alors là, il y a un problème. Soit les vétos sont atypiques complètement, soit c'est autre chose. Et comme je pense pas que les vétos soient si atypiques que ça, de point de vue de ces considérations-là, ce sont des jeunes gens et des jeunes femmes comme les autres, qui sont les objets et les sujets de leur génération, de la société dans laquelle ils vivent. Eh bien, on peut penser que c'est peut-être parce que les entreprises vétérinaires aujourd'hui leur font pas envie. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être envie d'être chefs d'entreprise, mais pas de ces entreprises-là. Alors quand on regarde ça avec la bouteille d'une vieille chose comme moi, et voilà, on regarde ça avec... on a tendance à regarder ça en disant d'accord, mais quand ils auront vraiment compris ce que c'est qu'une boîte et ce que c'est que de bosser, ils comprendront bien qu'on peut pas faire autrement. Et que c'est juste de l'immaturité en fait. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que c'est eux qui ont raison. Peut-être qu'il faut inventer une entreprise vétérinaire différente. Je dis pas que c'est facile, parce qu'effectivement, dans un espace où tout est normé, tout est imbriqué, où l'économie tourne parce qu'elle est structurée comme ça, et que tout est la conséquence et la suite de tout, et que tout le monde vend quelque chose à un tel, et qu'on est tous un élément d'une chaîne économique, d'un réseau économique immense, qui est quand même préformaté. C'est sans doute très très compliqué. Je ne sais même pas si c'est possible, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Et surtout, je l'écrivais récemment sur un sujet comme ça, c'est pas les vieux vétérinaires comme moi ou comme d'autres qui vont, avec un peu de condescendance, expliquer aux jeunes que quand ils auront notre âge, ils auront compris et que c'est juste un mauvais moment à passer, qui vont être les vétérinaires de dans 30 ans. C'est des jeunes, donc c'est eux qui savent. Quand on a 50 ou 60 ans ou 50 ans comme moi, et qu'on dit je comprends plus la société, là, les gens maintenant ils sont plus comme avant, quoi. La relation client c'est plus ce que c'était, voilà, c'est devenu insupportable.
S'il faut se transformer en face de ça, c'est pas nous qui allons être en face de ça demain, c'est ceux qui sont de cette même génération, qui sont jeunes aujourd'hui, et ceux qui savent, hein, parce que c'est eux qui sont... eux, ils sont de leur époque, enfin on est tous de notre époque, bien sûr, puisqu'on la partage, mais... Et donc, d'une certaine façon, je me garde toujours. Mon premier réflexe, c'est comme tout le monde, de dire, tu verras quand tu seras plus expérimenté, je vais t'apprendre de mon expérience, puisque moi, j'en ai accumulé un peu. Alors, c'est toujours utile. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant, c'est utile, c'est une composante. Mais il ne faudrait pas penser que l'expérience répond à tout. Ouais. Parce que je pense que ce serait un bien mauvais conseil à donner à un jeune veto aujourd'hui, de dire apprends de tes anciens et fais exactement comme eux. Non, parce qu'on est tous les enfants d'une époque. C'est ça, exactement. Faire exactement comme les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, c'était très adapté pour créer une clientèle en 2000. Mais pour créer une clientèle en 2030, ça va sans doute pas être la bonne méthode. Donc effectivement, je crois que tout ça, c'est finalement en apparence contradictoire, mais ça n'est pas tant que ça. C'est un peu radical à dire comme ça, mais oui, je vais le répéter. Je pense que les jeunes vétos aujourd'hui, ils auraient bien envie d'entreprendre, mais ils n'ont pas envie d'entreprendre. Ils n'ont pas envie de reprendre les entreprises vétérinaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Oui, je partage cette analyse avec toi. Oui. Ça ne veut pas dire que les entreprises vétérinaires telles qu'elles existent aujourd'hui, elles sont mauvaises, elles sont détestables, elles sont mal conçues. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que la façon dont les jeunes perçoivent ce qu'est l'entrepreneuriat et qu'ils expriment dans toutes les enquêtes en disant moi j'aimerais bien être mon propre patron, à la tête de mon propre projet, qui aurait du sens pour boucler. Ils ne retrouvent pas ça dans ce qu'est aujourd'hui une entreprise vétérinaire. Alors même si aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de diversité qu'avant dans les structures et dans les profils d'entreprises vétérinaires. Voilà. Et donc d'une certaine manière, peut-être, c'est une hypothèse, hein, ils se réfugient dans un premier temps, soit dans le salariat, en disant après tout, au moins j'ai de la visibilité, c'est clair. Il y a une forme de statu quo. C'est une espèce de statu quo. Je choisis ça finalement. Le jour venu, peut-être j'aurai l'opportunité de créer quelque chose qui me ressemblera, mais dans l'immédiat, je peux exercer mon métier dans une posture où j'ai pas à assumer finalement cette entreprise qui me correspond pas. Ou alors ils fuient. Enfin, ils vont voir autre chose, peut-être une autre activité ailleurs, ou et rester vétérinaire sans l'être tout à fait. Voilà. Alors, il y a autre chose qui m'a marqué, c'est que tu as dit à plusieurs reprises depuis le début de cette interview, je suis un intello. Je partage ça avec toi, je le dis souvent de moi-même aussi. Et c'est intéressant parce que j'ai toujours une question qui me vient. Est-ce que tu crois que ça peut participer à la déception du métier ? Est-ce que notre métier n'est pas assez intellectuel par rapport à la manière dont on est sélectionné ? Est-ce que d'ailleurs un métier doit combler tous nos besoins ? C'est une autre question. Et est-ce que dans une certaine mesure, ça peut participer à la pénurie de vétérinaires praticiens aujourd'hui ? Il y a sans doute une composante qui a été décrite quand même, et j'ai du mal à croire que ce soit totalement absent, chez certains en tout cas, de déception effectivement, de manque de richesse dans la pratique. Il y a peut-être une culture de l'excellence dans le recrutement des vétérinaires qui n'a cessé d'augmenter en fait. Alors ça a été salvateur. S'il n'y avait pas eu cette culture de l'excellence, quand on s'intéresse à l'histoire de la profession elle serait pas ce qu'elle est devenue. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, d'accord. Du tout. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent finalement, veto, c'est un métier manuel, il faudra recruter des gens qui sont des manuels, qui aient un BTS, et puis ça irait bien, et on aura des bons vétos. Je ne partage pas du tout cette lecture. Quand certains l'expriment, je m'oppose très fermement. Mais peut-être qu'on est allé un peu loin dans la volonté absolue d'aller recruter les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et des gens très polyvalents. On a cherché des gens très polyvalents, et puis il y a quand même peut-être eu une petite rupture au moment de la fusion des prépas de l'époque, de la maths subbio et de la prépa veto, où on a créé, je ne sais plus comment elle s'appelle aujourd'hui, mais cette espèce de prépa maths biologique commune. BCPST. Qui est peut-être en fin de vie d'ailleurs, parce qu'on voit qu'on bascule sur d'autres manières de devenir veto, d'entrer dans les écoles, à l'étranger, en France, etc. Donc c'est peut-être un outil finalement, la prépa, qui est en train de disparaître. Mais en tout cas, il y a peut-être une petite rupture là qui a ajouté une petite surcouche à ça. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à avoir des jeunes qui étaient très très brillants, qui faisaient, je te disais tout à l'heure, je n'ai pas fait le gold standard à l'époque qui était maths sup parce que je n'avais pas le niveau. D'accord. Il y avait un truc à l'époque, il y avait la prépa veto, puis il y avait la prépa maths sub bio. Alors maths sub bio, c'était moins bien que maths sup, c'était mieux que veto. C'était un peu, il y a une espèce de gradation. Il y a maths sub bio, et puis après il y avait les autres, il y avait HEC, veto, etc., qui étaient pas mal aussi. C'était des prépas quand même, mais voilà.
Et tout ça, c'était la perception que j'avais quand j'étais lycéen. Il y en a d'autres oui, mais qui c'est la même aujourd'hui. Voilà. Et peut-être que cette prépa commune, là, elle est montée un peu en puissance. Au moment où elle a été créée, là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui était beaucoup plus généraliste, donc peut-être beaucoup plus attirant. On a eu des profils intellectuels un peu moins centrés sur veto, parce qu'en prépa veto, à part 2-3 rigolos dans mon genre, il y avait que des gens qui voulaient faire veto. Et donc il y avait cette composante quand même assez métier dans l'intention. Là, d'un seul coup, il y a un truc qui était un peu plus vague, où il y avait un peu moins cette composante métier, avec des gens qui, au bout, voyaient des concours qui étaient réputés difficiles, qui nécessitaient d'être brillants, et qui étaient attirés par cette espèce de lumière. Je vais montrer que je suis le meilleur, et puis comme je m'intéresse à la biologie au moins autant qu'Emma, donc au moins autant qu'Emma, je vais aller là. Et directeur d'Alfort, Christophe Degers, que je connais un peu, qui parle souvent de ces sujets-là, décrit à cette époque en disant, bon, finalement, on avait des étudiants qui étaient des gens en prépa. Au départ, ils voulaient pas être veto. Mais c'était des gens qui étaient dans la performance, dans la réussite, et puis on leur disait, le plus dur des concours, c'est veto. Oui. Ils présentaient le concours le plus dur. Donc, forcément, ils présentaient le concours le plus dur, puisqu'ils étaient les meilleurs. Ou ils aspiraient à être les meilleurs, c'était conscient, plus ou moins, peu importe. Et donc, finalement, on recrutait des gens qui sont peut-être encore meilleurs que meilleurs. Peut-être encore meilleurs que l'étaient les meilleurs de la génération d'avant, en potentiel de base pur. Faut regarder quand même un peu les choses en face. La pratique, elle peut être hyper nourrissante, hyper passionnante, mais d'autant plus qu'on est là pour ça. Je suis pas sûr, mais je dirais ça peut-être tous les métiers, mais qu'un métier fut-il très technique, avec une richesse de diagnostic, etc., qui peut être forte, comme les métiers de veto, si on est là pour le coup un peu par hasard, ou un peu là juste pour la performance, parce que c'était difficile d'arriver là, et qu'on se retrouve face à ce qu'est le métier d'un jeune veto, le métier d'un veto, même un spécialiste qui lui va être très concentré sur un truc en particulier, qui va chercher l'excellence dans un truc en particulier, ou le truc d'un généraliste, métier d'un généraliste, où il y a une diversité, mais il y a quand même pas mal de routine dans le métier d'un veto généraliste. C'est pas insultant de dire ça. Face à cette routine, quelqu'un qui est une espèce de bête de concours, encore plus que l'étaient les gens d'avant, et qui est en plus, de nourriture intellectuelle à haute dose. Va peut-être pas trouver cette diversité de nourriture intellectuelle dans un métier pratique, dans un métier de praticien, quel qu'il soit. Et donc, effectivement, on a sans doute eu comme ça des échappements de gens qui se sont trouvés frustrés, se dire, mais finalement, je m'ennuie. Je m'ennuie là. J'ai appris à faire un truc, je le fais, je vais sûrement devenir hyper bon, c'est peut-être un peu présomptueux, mais parfois, mais je m'ennuie. Donc je vais essayer d'aller chercher plus de diversité ailleurs, dans des métiers un peu plus strictement intellectuel, effectivement on va lire plus, on va essayer d'avoir un peu plus de diversité, de contact, de diversité. Oui, ou dans des grandes entreprises où tu peux changer de poste tous les 3-4 ans et te former sur des nouvelles choses. Voilà, on a vu des jeunes de cette génération-là qui est peut-être un peu en train de disparaître, c'était peut-être été un peu transitoire, mais où on avait des jeunes qui, c'est aussi l'époque où se sont créés les cursus de master, fin de cursus, pour aller faire du management ou des choses comme ça, des jeunes qui faisaient 1 an de management à la sortie de l'école veto, puis qui finalement se faisaient recruter par McKinsey ou par des grands bureaux d'études, et qui sont sûrement aujourd'hui des gens très très brillants, mais qui sont très 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 loin d'être de près ou de loin liés à la profession veto, parce que finalement ils ont trouvé dans cette dérivation qu'on leur a proposée en fin d'études quelque chose qui leur plaisait beaucoup plus que finalement veto. Alors, il y a peut-être eu par cette recherche de l'excellence, par cette fausse bonne idée qui était la fusion des concours pour encore avoir meilleur, et voilà, peut-être ça a joué. Alors c'est un facteur parmi d'autres, mais j'y crois un peu. On est peut-être allé un peu loin dans cette recherche, et c'est la même chose aujourd'hui. On a un peu la sensation qu'on continue dans les écoles, etc., à promouvoir beaucoup l'excellence. On a déjà des gens excellents, mais on cherche l'excellence dans l'excellence finalement. Et on amène un challenge qui devient de moins en moins possible de toucher, quoi. Être le meilleur, savoir toute la science vétérinaire, être le meilleur partout, être un très bon vétérinaire dans tous les domaines, c'est juste impossible. C'est devenu totalement impossible. Il y a le savoir vétérinaire beaucoup trop vaste. Et donc, effectivement, il y a peut-être, dans cet axe-là, on a surformé, surévalué, amener trop d'espoir dans la super technique, dans du super pointu, à trop de monde.
en fait, parce qu'il y a des places pour des gens qui sont super techniques, super pointus. Bien sûr, il y en a des super spécialistes, des super référents, des super chercheurs dans la profession. Il y a des gens, maintenant que je suis à l'académie, je rencontre des gens, waouh, certains, c'est du costaud, mais c'est très impressionnant. Mais il y en a même beaucoup. Moi, je suis toujours, tu fréquentes beaucoup de vétos comme moi. Moi, je suis toujours très impressionnée par le niveau ou intellectuel ou le niveau de créativité, la variété. C'est quand même impressionnant dans notre profession. On sélectionne des gens brillants. Oui, des gens très brillants. Moi, ça m'a toujours... c'est hyper présomptueux de dire ça parce que, évidemment, en discutant tous les deux, on se met dans le lot, mais les gens qui nous écoutent vont se dire, ça va, ils se mouchent pas du pied, comme disaient les anciens. Mais malgré tout, oui, ça fait quand même maintenant au moins 50 ou 60 ans qu'on sélectionne des gens très brillants pour devenir véto, de plus en plus brillants sans doute, parce qu'on ajoute toujours une couche supplémentaire à cette sélection. C'est bien parce que ça crée un corps de gens qui sont divers, intéressants, voilà. Et peut-être que ça dessert la partie praticien du métier, parce que malgré tout, être praticien, c'est être praticien. Et y a des gens qui sont brillantissimes et qui trouvent dans la pratique une manière de s'exprimer parfaite et qui deviennent de super praticiens. Il y en a plein, c'est même la majorité d'entre nous. Et puis il y en a certains qui... cette espèce de critères de qualité de mémoire, de raisonnement, de créativité sur lesquels ils ont été sélectionnés, ça s'exprime pas dans la pratique. Et finalement, pour ça que je disais au début que je peux m'y reconnaître, parce que mon parcours, il a rien de brillantissime. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé dans la pratique la nourriture qui me correspondait. Oui, mais moi je suis pareil que toi. Hein. Et aujourd'hui, ce qui me correspond, je vois bien, je le dis maintenant avec beaucoup de détachement, j'adore être véto et j'adore là où je suis et je pense que je suis bien dans cette profession au sens large. Mais si j'avais été clairvoyant quand j'étais gamin, je serais devenu anthropologue. Oui. Parce que c'est un territoire de réflexion où je trouve plus à me nourrir. Aujourd'hui que... Je rêve de m'inscrire à la fac de sociologie. que dans le corpus veto ou même dans le corpus du business, des affaires, etc. Je m'ennuie pas du tout dans mon travail. J'aime bien mon travail. Je le fais avec plaisir et voilà. Je suis tout à fait engagé. Il y a aucun problème. Mais c'est vrai que intellectuellement, dans cet environnement vétérinaire, ça se voit sans doute dans ce que j'ai raconté dans l'échange qu'on a là. Je cherche des échappatoires intellectuels. C'est pour ça que je suis toujours un télo, parce qu'il y a toujours un fil à tirer quelque part, un peu atypique, un peu ailleurs, pour s'éclater. Et ça, on peut pas forcément s'en rendre compte avant. Et c'est ça que je trouve dur dans la critique, de dire oui, mais c'est des gens qui ont pris une place au concours et on manque de praticiens et on est en pénurie. Je trouve que la critique est assez difficile parce qu'en fait, tu fais tes études, finalement, t'es quand même assez nourri. Ce sont des études assez riches, très diversifiées. Et puis à un moment, t'arrives en pratique et là, tu t'aperçois que, moi, je me suis aperçue très vite que je serais pas nourrie intellectuellement par ce métier-là. Alors, probablement que j'aurais pu continuer. C'est une série d'opportunités. Mais je trouve que cette critique-là, elle est très difficile et très culpabilisante pour les jeunes vétos qui décident de faire autre chose. Je suis d'accord, elle est même parfois difficile à encaisser, même pour des vieux vétos qu'on fait ce choix-là. Voilà, je parle évidemment de moi en disant ça. Je suis très détaché vis-à-vis de ça, j'ai aucun problème. Je me suis jamais senti insulté par quelqu'un qui disait il y en a marre de ces gens qui ne deviennent pas praticiens, etc. Mais il m'est souvent... On l'entend de moins en moins. Il m'est souvent arrivé de commencer des interventions sur les réseaux sociaux dans ce genre de conversation en disant il se trouve que moi je le suis pas devenu, je suis peut-être pas bien placé pour en parler, mais à côté de ça, j'ai fait toute ma carrière vraiment aux côtés des praticiens, avec eux et pour eux, et je pense pouvoir en parler aussi. C'est parfois un peu difficile à encaisser. C'est d'autant plus difficile à encaisser qu'on est jeune et qu'en plus on est la cible première. Parce que finalement, les gens, quand ils disent ça, ils ne s'adressent pas à quelqu'un comme moi qui a 50 ans et qui est déjà pas non praticien depuis très longtemps, ou même à toi qui est beaucoup plus jeune que moi, mais qui commence à avoir de l'expérience dans la profession et de la visibilité en tant que journaliste, etc., en tant que créatrice de Veto Job. On se sent quand même parfois un peu... Il n'y a pas grand-chose qui me heurte, mais... Je me dis, si j'étais un peu plus susceptible, c'est quand même un peu difficile à encaisser. Et globalement, il faut quand même, quand on s'intéresse à la profession veto au sens large, c'est d'autant plus évident quand on est à l'académie vétérinaire d'ailleurs, parce qu'il y a une diversité de vétérinaires qui ont eu des carrières qui sont en général, pour certains, absolument brillantes et qui sont très diverses. Il y a finalement assez peu de praticiens à l'académie vétérinaire, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et il y en a besoin de ces vétos partout ailleurs.
faudrait pas penser que être veto, c'est juste être praticien et qu'on est formé que pour devenir praticien. La diaspora vétérinaire, comme on peut l'appeler, elle est extrêmement importante, elle est riche. C'est paradoxal parce que quand moi je suis sorti de l'école, il y avait encore peut-être, en tout cas on s'en rendait pas compte, mais il y a sans doute un peu moins d'échappement vers des métiers de non-praticiens, statistiquement, et ben c'était les labos qui pleuraient parce qu'il n'y avait pas assez de jeunes qui voulaient faire autre chose. Parce que cette diaspora, elle n'était pas assez nourrie. Il n'y avait pas assez de gens dans l'administration, il n'y avait pas assez de gens dans les labos, il n'y avait pas assez de gens dans le conseil, il n'y avait pas assez de gens dans le journalisme. Tout le monde cherchait, on se faisait draguer pour dire si tu ferais autre chose. Et nous, on était tout ça, bah non, on va être praticien. C'est quand même... Et aujourd'hui, ça s'est un peu inversé parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on a essayé d'expliquer dans cette conversation de manière un peu maladroite, sans doute un peu confuse, il y a eu plus de gens qui ont voulu faire autre chose tout en restant quand même plus ou moins, pour la plupart d'entre eux, à la proximité immédiate de la profession veto au sens large, et veto en tant que tel en fait. Veto de labo, veto chercheur, veto journaliste, veto dans une centrale d'achat, veto dans l'industrie agroalimentaire, veto, voilà. Et puis peut-être au fil des carrières de moins en moins veto, mais quand même au départ souvent à proximité immédiate. Et ces gens-là qui finissent par devenir directeur d'un laboratoire de recherche en virologie humaine, directeur d'une entreprise de l'agroalimentaire qui produit du végétal parce qu'au fil de leur carrière, etc. Bien souvent, quand on les rencontre, ils restent profondément vétérinaires, très attachés à ce qu'ils étaient, très attentifs à ce qui se passe dans la profession vétérinaire, autant qu'ils ont le temps de l'être, parce que, bon, évidemment, ils se sont éloignés factuellement. Et c'est très utile ça, parce que ça crée des liens, ça crée de la richesse, ça crée de la présence vétérinaire dans des cercles qui sont un peu plus éloignés, avec quand même des gens qui à un moment disent mais attendez là, la question que vous me posez, moi je connais plein de gens qui seraient capables d'y répondre, parce que c'est une question pour des vétérinaires. Alors j'en suis plus vraiment un, mais j'en connais plein. Et ces gens-là vous apporteraient la réponse. Et c'est très très important ça. Donc attention à pas, en voulant défendre la profession de praticien, j'ai été payé 13 ans pour défendre la profession de praticien, je sais de quoi je parle, je crois un peu, et je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme, à ne pas nier ce qu'est la réalité au sens large de la profession vétérinaire aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui l'équilibre il est un peu en défaveur des praticiens, un peu trop en défaveur des praticiens, et qu'on a clairement un problème d'effectifs. On a un problème d'effectifs. On a sans doute un problème à corriger, qui est un problème structurel qui est pas lié à ceux qui partent, qui est lié au fait qu'on a mal compté. Sans doute il y a quelques années, les gens intelligents l'ont fait, mais ils se sont trompés. Ça arrive. Et puis avec les effets de déviation, on est arrivé à un grand écart par rapport aux besoins. Mais c'est pas pour ça qu'il faut considérer que tous les autres ne servent à rien. Et que ils ont été formés pour rien. Il y a cette espèce de discours qui, moi, m'horripile. Mais absolument. Mais là, pour le coup, je monte sur mes grands chevaux dans les réseaux sociaux là-dessus. Enfin, poliment, parce que voilà, je me fâche, je fais des gros yeux sur... il faut... l'État paye les études. Des études veto. C'est ça, les études veto sont publiques parce que on a besoin de praticiens ruraux. Et c'est pour ça que les études sont publiques et que l'État paye pour la sécurité alimentaire. C'est pas complètement faux, mais c'est loin d'être complètement vrai. L'État paye a fait de veto une profession publique parce que c'est une profession qui a une valeur extrêmement importante, qui est porteuse d'un système de valeurs extrêmement fort par rapport à la société. C'est ce dont qu'on esquissait tout à l'heure et qui peut faire l'objet de dizaines de papiers. Peut-être qu'un jour j'aurai le temps d'écrire un bouquin là-dessus, mais c'est pas gagné. Et cette valeur-là, évidemment, elle est portée en grande partie par ce besoin de maillage, ce besoin de sécurité sanitaire, alimentaire, etc. Ça, c'est évident, bien sûr. Mais pas seulement du tout. Donc, faut, si ça peut décomplexer ceux qui aujourd'hui se disent, mais finalement, est-ce que je suis pas un traître, un chien jaune en quittant? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce que j'ai pas pris la place de quelqu'un? Rassure-toi, jeune fille, ou rassure-toi, jeune homme, ou rassure-toi, jeune, quoi qu'il en soit, parce que c'est pas peut-être aborder ça sous la forme d'une dichotomie de genre dans l'époque dans laquelle on est, c'est plus la bonne manière de le faire. Je fais mon âge quand je dis ce genre de choses. C'est pas non, t'es à ta place. T'es pas là par hasard en fait. C'est une chouette manière de presque conclure. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose ?
Je crois pas. Tout le monde aura compris dans cette interview que je suis extrêmement bavard et qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est le but du podcast long, c'est de prendre le temps. Tu vois. Donc oui, il y a plein de choses dont on pourrait parler, mais je pense qu'on a quand même évoqué pas mal de choses. C'est pas mal. Alors moi, j'ai une dernière petite question pour la route. Qu'est-ce que tu lui dirais au petit garçon de 10 ans que tu étais ? Qu'est-ce que je lui dirais au petit garçon de 10 ans que j'étais ? Je lui dirais sans doute, ouais, t'es l'intello de la classe. De temps en temps, ça te met un peu en porte-à-faux vis-à-vis des autres. T'as un peu l'impression que tu serais peut-être mieux si t'étais pas l'intello. Mais rassure-toi, reste toi-même. Et ça va le faire parce qu'en fait, y a plein de choses devant toi et que, ouais, reste toi-même. T'es bien là où t'es, n'aie pas honte d'être ce que t'es. Très bien. Où est-ce que nos consoeurs et nos confrères peuvent te contacter s'ils le souhaitent ? Ouais, bien sûr. Bon, d'abord, je suis très facile à contacter via la société pour laquelle je travaille, qui s'appelle Coveto. J'en suis le directeur commercial et communication. Mon numéro de téléphone et mon mail sont partout, donc je suis très très facile à contacter. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je suis partout sur les réseaux sociaux. Oui, moi je t'ai contacté via LinkedIn. En tout cas, tu m'as répondu. Je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn, je suis sur Insta. Je suis visible professionnellement parce que je suis un peu un homme de relations publiques professionnellement. Donc non, je suis très facile à contacter. Puis voilà, je suis aussi sur quasiment tous les grands congrès. Donc là aussi, c'est facile de me voir, de me croiser. Je ne suis pas du tout quelqu'un de caché. Bon, impeccable. Merci Emmanuel. Merci Marine. C'était un échange super riche. Ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à élargir la réflexion et à rattacher finalement nos problèmes plutôt terre à terre du quotidien à des sujets philosophiques et sociologiques, et ça nous donne à réfléchir. Et je trouve qu'il y a une forme d'optimisme quand même dans le discours que tu peux tenir. Du coup, c'est un côté rassurant. Donc je te remercie pour ça et c'est plutôt enthousiasmant. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.